Après, on dit la France est un pays qui incite les gens à entreprendre, etc. C'est faux. Tu peux pas inciter les gens à entreprendre si dès que t'es entrepreneur, tu peux pas trouver de logement. C'est un peu le truc de base. Et après, tu t'étonnes d'être fatigué, de pas pouvoir lancer un job à côté, de pas avoir du temps pour d'autres choses. Bah ouais, parce que t'as regardé que le montant sur la fiche de paye à la fin du mois. C'est d'ailleurs pour ça que moi à l'époque, je ne voulais pas être cadre. Tu peux pas dire j'ai 34 ans, je suis auto-entrepreneur, je vis chez mes parents, mais je réussis à vivre de mon activité. T'es pas crédible. Et même pour toi-même, t'es pas crédible. Parce que t'es pas indépendant. Tes parents, ils ont autre chose à foutre que de t'héberger à 34 piges, putain. C'est la honte. Le sujet, c'est que c'est normal que si une meuf stylée ait envie de rencontrer un mec stylé, le mec stylé, il vit pas chez ses parents, putain. Au final, je me rends compte que je peux faire la même chose que ce que je faisais en moins de temps. Parce que de la contrainte crée l'optimisation. Vous allez vous rendre compte qu'en étant à plein temps, et moi le premier je suis tombé là-dedans, qu'en réalité, vous allez être beaucoup moins productif qu'en ayant un temps limité à dédier à votre activité. Oui, je me chie dessus. Oui, j'appréhende. Oui, ça va être probablement très nul les 2, 3, 4 premiers lives, et c'est normal, je l'accepte parfaitement. Mais il y a un moment donné, je sais que ce que je veux aller chercher se situe précisément dans cet inconfort qui m'inquiète. Et que c'est justement à chaque fois que je suis allé dans l'inconfort que j'ai obtenu les nouvelles choses que j'avais pas avant. Bonjour à tous, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4, en ce samedi 31 janvier 20h37, pour un épisode que j'ai déjà tourné. Mais j'avais oublié d'enregistrer avec le bon micro, le son était absolument inaudible. Donc, je vais essayer de faire mieux que le précédent enregistrement, qui était pourtant pas mal, très spontané. On va faire au mieux. Je vous avoue que j'ai absolument pas envie de retourner cet épisode, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager au travers du sujet du jour. Étant donné que c'est le premier épisode de l'année, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, meilleure année, je vous souhaite une très bonne année, mes meilleurs vœux, même si je suis pile poil sur la limite. Et donc on va parler d'objectifs, de nouveaux chapitres, de pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser ce tremplin du début d'année pour se fixer des nouveaux objectifs, comment les mesurer, et je vais vous partager les miens, tout simplement. Étant donné que ce début d'année est marqué par un gros changement, une grosse écriture d'un nouveau chapitre, notamment d'un point de vue entrepreneurial, professionnel, qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. Donc pour que vous ayez une idée du plan du jour, comment ça va se dérouler, je vais vous parler du fait que je suis de retour dans le salariat, après quelques années d'absence. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi peut-être certains d'entre vous, ça peut être intéressant si vous êtes actuellement entrepreneur et que vous risquez de vivre certaines des galères que je suis en train de vivre à ce jour. Vous verrez. Ça va aussi être l'occasion de parler de ceux qui voudraient lancer un business en parallèle de leur salariat. Étant donné que je suis en plein dedans, ou plutôt moi je suis en train d'entretenir mon business en même temps que j'ai un travail dans le salariat qui finalement est mon travail secondaire, étant donné que mon business principal reste mon business d'auto-entreprise où je suis coach sportif en ligne pour le développement physique des hommes maigres depuis chez eux. Ça va me permettre de parler aussi du développement de mon business sur cette année et de comment je le vois évoluer et surtout de certains conflits, on va dire, internes, personnellement, moraux et aussi d'envie que j'ai entre ce qu'il faudrait faire pour le développer et ce que j'ai envie de faire, que peut-être certains d'entre vous rencontrent ou rencontreront en se lançant dans ce type de projet. Et je vais vous partager ma vision de 2026, de comment j'ai envie de continuer de développer le business, de comment j'ai envie de potentiellement au cours d'année lancer un autre service directement en lien avec le fait que je sois dans le retour dans le salariat, qui pourra très certainement en aider toute une partie d'entre vous. Et donc, je vais vous partager un petit peu les stats, les objectifs, les KPI, les métriques clés que je me fixe en termes de revenus, de stats sur les réseaux, afin de voir ensemble si je vais les atteindre autour de la documentation que je vais faire durant cette année. N'hésitez pas à évidemment liker si vous êtes sur YouTube, laisser un 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. Il y aura des épisodes régulièrement, je ne me mets pas de rythme imposé, je tourne quand ça me fait plaisir. Bon, sauf aujourd'hui, ça me fait pas plaisir. Ça me fait plaisir de faire l'épisode, mais ça me fait pas plaisir de refaire un épisode que j'avais déjà fait. J'imagine que vous comprenez. Donc, on est parti, on s'abonne, on like et let's go. Pour avoir un peu de contexte, j'ai quitté le salariat, me semble-t-il, en 2021-2022.
où j'étais chef de projet dans l'informatique parce que j'ai fait un master dans l'informatique. Ça ne me plaisait pas, je me suis lancé sur YouTube pour lancer une chaîne YouTube que j'ai supprimée depuis, qui était à 14-15 000 abonnés, qui parlait de street workout. Chaîne YouTube où j'ai fait une V2 courant 2024, c'est ça ? Non. 2023, courant 2023, qui est toujours d'actualité, qui a 10 000 et quelques abonnés, que je laisse à disposition avec beaucoup de belles vidéos, je trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de beaux athlètes, faire des beaux contenus avec eux, des podcasts stylés, donc je les laisse, des tutos très stylés. D'ailleurs, si certains sont dans le domaine, n'hésitez pas à faire des tutos, ça fait pas énormément de vues à l'instant où ça sort, mais je vous garantis que ça fait des vues constantes et de la croissance constante. Voilà, je vous partage le tips. Donc, des contenus qui continuent de tourner, donc c'est cool. J'espère que vous les appréciez pour ceux qui les regardent encore ou qui les découvrent à ce jour. Mais c'est une chaîne que je ne fais plus vivre étant donné que je ne suis plus dans la calisthénie, je ne suis plus dans le street workout, que ce n'est plus une passion, ça ne me fait plus vibrer. Et donc que je suis vraiment sorti de cet univers et qu'aujourd'hui je suis même très détaché de l'univers muscu, fitness, poids de corps au sens large du terme. J'ai vraiment une approche très, on va dire, raisonnée et raisonnable d'entretien physique et c'est pour ça que j'ai un service qui est directement raccord avec ça, parce que moi-même je suis plus un pratiquant hardcore. Excusez-moi. Ok, je suis moi-même plus un pratiquant hardcore. Bref, j'ai mon activité, ça tourne, j'en vis, etc. Mais le fait est que depuis plusieurs mois maintenant, je suis confronté à une problématique qui est très simple, c'est oui, je vis de mon activité, oui, je gagne mieux ma vie qu'à l'époque où j'avais un job de salarié, mais je n'ai ni de fiche de paye, ni un CDI. Autrement dit, aux yeux des personnes chez lesquelles je vais toquer à la porte pour essayer de louer un appartement, je n'ai aucune garantie de revenu, aucune stabilité. Donc personne ne me loue. Parce qu'en France, c'est comme ça que ça se passe. En France, on veut des gens qui ont des CDI, 25 milliards de garants et des fiches de paye. On ne veut pas des gens qui entreprennent. En tout cas dans le milieu locatif. Et c'est normal parce que la loi surprotège les locataires. Parce qu'on est dans un pays où tu peux squatter des apparts, ne pas payer ton loyer, détruire l'appartement, le logement d'un autre, tu vas être protégé. Parce que le propriétaire est une méchante personne, les méchants propriétaires, je ne sais pas comment ça marche. Toute la morale, toute la bien-pensance est sur le locataire. Le locataire, c'est celui qu'on doit protéger. C'est le pauvre qui doit payer quelqu'un pour avoir un toit sur la tête. Ok. Mais la conséquence de ça, c'est que les propriétaires, les agences demandent 1 milliard de garanties aux locataires potentiels, justement pour se couvrir, parce que s'ils se trompent de locataire et que vous êtes un mauvais payeur, vous n'êtes pas réglo, vous foutez le bordel, ils ont en réalité que très peu de leviers pour vous dégager. Là où dans des pays normaux, si par exemple vous allez dans les pays de l'Est, en Hongrie, si vous allez à Dubaï par exemple, vous pouvez arriver et salut mec, j'ai du cash, tant que je te paye, tu me passes ton appart, le jour où je te paye pas, tu me dégages. Et si tu veux pas, et si je fais de la résistance pour que tu ne me dégages pas, tu peux venir m'éclater. Ce qui est normal. On ne squatte pas le bien de quelqu'un, qu'on soit un mauvais payeur ou un pur squatteur. Dans un pays normal, ça fonctionne comme ça. Mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que la France n'est pas un pays normal sur énormément de sujets, pour des raisons de morale et de bien-pensance à la con, comme vous le savez. Et donc, je me retrouve dans cette situation où j'ai beau avoir les moyens, les finances, je ne peux rien louer. À Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, tu peux dire, eh bien, écoute mec, je te paye 1 an d'un coup. En France, on ne peut pas. On ne peut pas dire, écoute, comme j'ai pas trop de garantie, viens, je te paye 6 mois d'avance, je te paye 1 an d'avance, je suis arrangeant, c'est cool pour toi. Ça n'existe pas. Dans plein d'autres pays, ça existe. Et même, encore mieux, dans plein d'autres pays, vous êtes incité à faire comme ça. Pourquoi ? Par exemple, si vous allez à Dubaï, vous allez peut-être payer, je ne sais pas moi, 20 000 euros l'année, un appart que vous allez louer. Ok, ça vous coûte 20 000 euros pour l'avoir pour 1 an. Très bien. Ça, c'est si vous payez one shot. Si vous payez en 2 fois, ça va peut-être vous coûter, par exemple, je ne sais pas moi, 24 000 euros. Donc 4 000 euros de plus. Et si vous décidez de payer en 6 fois ou en 12 fois, ça va être encore plus cher. C'est-à-dire que vous pouvez mensualiser vos paiements, comme en France, mais plus vous mensualisez, plus vous étalez le paiement, plus ça revient cher au mois pour le locataire. Pourquoi ? Parce que évidemment que le propriétaire, il préfère avoir une somme d'argent one shot conséquente, parce qu'il peut travailler tout de suite avec. Demain, vous payez votre propriétaire
je sais pas moi, 1 000 € par mois, avec 1 000 €, il ne peut pas travailler, il ne fait rien avec ça. Par contre, vous le payez 10 000 balles l'année au lieu de 12 000, mais 10 000 balles one shot d'un coup, il a du cash pour travailler, pour faire des investissements, faire des choses. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc on vous incite, en payant moins cher, à tout payer d'un coup. En France, on ne peut pas faire ça. C'est quand même de la folie. En France, de toute façon, tout est fait pour te niquer. T'es propriétaire, tu peux pas vendre au prix que tu veux, tu peux pas vendre dans les conditions que tu veux alors que c'est ton bien, tu peux pas louer au prix que tu veux, l'État doit tout réguler. C'est toi qui prends tous les risques, c'est toi qui t'endettes, c'est toi qui contractes des prêts auprès de la banque, c'est toi qui essayes d'économiser tant bien que mal après t'être fait prendre 60-70% de tes revenus par les cotisations, les impôts et les taxes. Et malgré tout, à la fin, même quand tu es propriétaire, tu as 3 milliards de contraintes qui font que tu peux pas faire ce que tu veux avec ton bien. C'est l'État qui te dit, parce que l'État c'est toujours mieux que toi, ce que tu dois faire et vient pour réguler le marché et donc foutre le bordel. Et c'est pour ça qu'on a une crise du logement en France, parce qu'en fait tout est ultra régulé dans tous les sens, contrôlé. Et en fait, il n'y a pas de libre marché. Il y aurait un libre marché, ça ne se passerait pas comme ça. Mais comme il n'y a pas de libre marché, c'est l'État qui décide de tout, c'est le bordel. Conséquence, les propriétaires demandent des contraintes et des garanties délirantes aux locataires, et c'est vous, locataires, qui en payez le prix derrière, et les gens comme moi. Après, on dit la France est un pays qui incite les gens à entreprendre, etc. C'est faux. Tu ne peux pas inciter les gens à entreprendre si dès que tu es entrepreneur, tu ne peux pas trouver de logement. C'est un peu le truc de base. Pour entreprendre, il faut que la personne qui entreprend et qui génère du cash avec son entreprise, elle puisse répondre à ses besoins fondamentaux, à savoir quand même se nourrir et se loger. En France, tu ne peux pas te loger quand tu entreprends. Impossible. Auto-entrepreneur, c'est pourri pour se loger. Même si tu gagnes 4 000 balles et que tu veux payer un loyer de 500 balles, on va te dire « nique ta mère ». Bah oui, tu n'as pas de garantie. Qu'est-ce qui me dit que le mois prochain, vous allez gagner de l'argent ? Mec, je gagne 3 fois plus que le random moyen en France. Arrête de me raconter ta vie. Bien sûr que je peux te payer 500 balles. Je peux même te payer 2 ans à l'avance si tu veux. Mais j'ai pas le droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est quand même un scandale. La seule vraie façon de louer quand vous êtes entrepreneur, entre guillemets, c'est d'être chef d'entreprise. C'est d'avoir en fait une entreprise et pas juste être auto-entrepreneur et de montrer 3 bilans comptables. Donc ça veut dire qu'il faut que pendant 3 ans, votre activité fonctionne suffisamment et que vous ayez 3 bons bilans comptables à montrer. Ce qui veut dire qu'entre le moment où vous allez lancer votre business, en supposant qu'il marche direct, il vous faut 3 ans pour avoir un logement. C'est la merde. Donc soit en fait vous lancez ça en étant chez vos parents, parce qu'à un moment donné il faut bien avoir un toit sur la tête, soit il faut lancer votre business en ayant d'abord été salarié, avoir chopé l'appart, et une fois que vous avez l'appart, vous savez que vous allez le garder pendant un certain temps, parce que votre entreprise, même si elle marche, ne vous permettra pas de bénéficier d'un bien. C'est du délire. Bref. Donc je me retrouve dans cette situation à me dire, du coup, je vais repasser dans le salariat, tout simplement. Je vais repasser dans le salariat. Donc, je me suis dit, comment je peux trouver un job qui me permette d'avoir assez de temps pour bosser à côté sur mon business, qui est quand même ma source principale de revenus, ne pas être éclaté de fatigue physique et mentale non plus, parce que j'ai besoin de temps pour faire tourner mon entreprise, et que ce soit pas trop chiant en tant qu'affaire. Alors vous auriez pu me dire, Amaury, retourne dans l'informatique. Tu as été salarié là-bas, moi je gagnais quoi, 2100, 2200 euros grosso modo par mois, lycée sur les 12 mois, grosso modo. Donc largement de quoi vivre. Je n'ai pas fait ça. Je ne veux plus retourner dans l'informatique, ça me pète les couilles. Donc ce que j'ai fait, parce que je faisais 37 heures, je crois. Ouais, je crois que j'étais à 2100, 2200 euros pour 37 heures. Mais, et c'est là qu'on va aborder un point important pour vous, messieurs, qui êtes salariés, qui avez envie de lancer un business à côté. Vous négligez beaucoup trop tous les paramètres autour de votre travail, juste pour avoir un assez gros salaire. Vous êtes prêt à faire des sacrifices sur beaucoup trop d'aspects, tout ça pour gagner 100, 150, 200 euros de plus à la fin du mois. Et cette erreur tue votre capacité à entreprendre et votre qualité de vie. Je m'explique. Je faisais 37 heures, 2200 euros. Ok, très bien. Sauf que j'avais 1h30 de pause le midi, dans un coin paumé. Donc je perdais en réalité 1h30. J'ai pas besoin d'1h30 de pause. Une demi-heure, ça suffit largement pour manger. Donc en fait, déjà, je restais 1h30 de plus au boulot chaque jour. Pas cool. Je devais faire entre 30
et 45 minutes de trajet aller et 30 à 45 minutes de trajet retour, selon les aléas. Donc en fait, je restais au mieux 2h30 de plus par jour à l'entreprise, si ce n'est 3, et ça tous les jours. 4 semaines, 5 jours de boulot par semaine, vous restez, allez, on va dire 2h30 de plus, ça fait 5, 10, 12,5 par semaine, 25, 50 heures de plus. 2h30 de plus par jour dédié à votre boulot. Parce que moi, le temps de trajet, je le compte comme du temps de travail en réalité. C'est une partie de votre vie que vous dédiez à votre boulot. Parce que vous ne feriez pas ce trajet sinon. Vous ne resteriez pas ce temps au boulot à midi. Donc ne le négligez pas. Moi, je faisais certes 9, 17h30 sur le papier. Mais en réalité, je faisais 8h30, 18h. Et il n'y avait pas que des heures de boulot effectives là-dedans. Donc quand vous cumulez tout ce temps, vous perdez peut-être au cumul entre la pause midi et les trajets 1h30 par jour, x 5, x 4, et ben en fait vous vous rendez compte que vous travaillez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et quand vous ramenez donc votre salaire à l'heure effective dédiée au boulot plutôt que l'heure effective de travail, vous vous rendez compte à quel point vous gagnez que dalle. Et il y en a certains, des fois, pour gagner 150 € de plus par mois, vous allez dire « Ah, moi, je suis quand même payé 150, je suis même peut-être payé 200 € de plus par mois que le job d'à côté. » Ouais, mais ça se trouve, le job d'à côté, il était à 5 minutes de chez toi. Il y avait seulement 40 minutes de pause le midi ou 1 heure de pause le midi. Et bah, en fait, au total d'heures dédiées à ton boulot, bah, l'autre boulot à l'heure, au taux horaire, était plus rentable. Et après, tu t'étonnes d'être fatigué, de ne pas pouvoir lancer un job à côté, de ne pas avoir du temps pour d'autres choses. Bah ouais, parce que tu n'as regardé que le montant sur la fiche de paye à la fin du mois. C'est d'ailleurs pour ça que moi, à l'époque, je ne voulais pas être cadre. Parce qu'en étant cadre, j'augmentais mon salaire, mais je ne l'augmentais pas de l'écart de temps que j'allais faire chaque jour. Et en fait, cet écart de temps, pour l'écart de salaire que ça faisait, en fait, au final, j'y perdais au taux horaire. Et il y a énormément de cadres dans la boîte où j'étais qui en fait étaient en réalité moins payés qu'un technicien de niveau plus avancé quand on ramenait au taux horaire. Et ça, on le néglige beaucoup trop. On le néglige beaucoup trop. Parce que les gens ne savent pas faire des maths, ne réfléchissent pas. En fait, ils ne comprenaient pas qu'ils étaient juste, les cadres étaient juste des techniciens qui faisaient des heures sup. Et pas payés comme des heures sup en plus. Et avec plus d'emmerdes. Aucune raison d'être cadre. Tout ça pour avoir une meilleure cotisation retraite, je sais pas quoi. Mais bon, normalement, si t'es normalement câblé, tu sais que la retraite, c'est une escroquerie, que tu l'auras jamais, et que même le système de retraite, c'est un truc de mongolien. Je veux dire, quand t'es un adulte responsable, t'attends pas que l'État fasse ta retraite. Mais ça, c'est un autre sujet, il faudrait réformer la retraite. C'est un truc de fils de pute. Bref, passons à autre chose. Donc voilà, vous avez le contexte. Donc, si vous voulez choisir un job, pensez à un job pour avoir du temps à côté à dédier, réfléchissez bien à ces critères-là. Des fois, les 100 ou 150 € que vous allez gratter à la fin du mois, vous auriez pu largement les rattraper sur le volume horaire libre que vous auriez dégagé dans un contexte bien plus agréable. Et ne négligez pas aussi, et c'est ça un des critères aussi qui m'a influencé dans mon choix de travail, ne négligez pas le niveau de fatigue physique et mentale que vous allez subir pendant votre journée de boulot. Parce que évidemment que faire un job où vous êtes comme moi, j'étais dans l'informatique pendant 7 heures devant un écran, tranquille, dans un endroit agréable et tout, et faire même peut-être que 5 heures de boulot ultra physique sous des conditions météo variables de chaud, de froid, de pluie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et forcément que quand tu as été épuisé physiquement toute ta journée ou épuisé mentalement, par exemple, si tu es dans un milieu, on va dire... où tu dois élever des gosses, tu vois, tu dois garder des gosses toute la journée, tu bosses en crèche, c'est épuisant et c'est pas bien payé. Vaut peut-être mieux que tu fasses un job peut-être moins bien valorisé sur le papier, mais qui t'épuise moins physiquement, moins mentalement, qui te fait gagner peut-être plus ou moins autant, mais où quand tu sors du boulot, t'es frais, t'es disponible, tu sais que tu vas pouvoir bosser sur plein d'autres sujets. Tu sais que tu vas pouvoir faire ton sport avec plaisir parce que ça va te faire du bien, que tu es frais, que derrière tu vas pouvoir rentrer, tu vas avoir le temps de te préparer de la bonne bouffe, tu vas avoir le temps
de bosser sur ton projet 2 ou 3 heures le soir ou le matin avant le boulot, j'en sais rien, tu t'organises comme tu veux, tu vas pas rentrer en étant défoncé et te dire il faut que je commande Uber Eats parce que je suis fatigué et je vais regarder Netflix parce que je suis fatigué. T'es mort. Tout ça pour avoir gratté 100 balles de plus peut-être à la fin du mois. Réfléchissez absolument à ces paramètres-là quand vous choisissez un job. C'est beaucoup trop négligé. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois autour de moi sur plusieurs années de boulot dans plein de métiers différents. C'est beaucoup trop négligé. Ok ? La valorisation sociale de votre boulot dans son libellé ne vaut pas toute la fatigue que ça va engendrer ou à côté si vous êtes quelqu'un d'ambitieux qui a envie de lancer d'autres projets à côté. Soyez vigilants. Après, chacun fait comme il peut, on est bien d'accord. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais gardez ça en tête. On ne sait jamais, ça peut vous servir la prochaine fois que vous chercherez un job. C'est pour ça que je me suis mis à chercher un job juste à côté du bastion où je suis. Ce qui fait qu'actuellement, j'ai un job où je fais des sessions de 7 heures de travail. 7 heures non-stop. J'ai pas de temps de pause midi. Donc c'est parfait. J'arrive, 7 heures one shot. Je suis sur 35 heures. C'est parfait. 7 heures one shot de boulot, 0 perte de temps. Chaque minute passée au boulot est une minute pour le boulot. Il n'y a pas de minute de pause midi, je sais pas quoi. Nickel. Temps de trajet, 1 minute du bastion. Bastion qui est à 10 minutes de là où je vis. Donc, parfait. Je peux faire l'aller-retour entre mon lieu de travail et le bastion en 1 minute. Donc, je sors du boulot, je peux bosser au bastion, nickel. 0 perte de temps. Les 35 heures que je dédie au boulot, j'en dédie en réalité pas 1 minute de plus. Il n'y a pas de perte de temps à côté. Il n'y a pas d'effet parasite. Et en plus, c'est un job qui n'est pas fatigant physiquement, qui n'est pas fatigant mentalement. Je suis 100% frais quand je reviens du boulot. Je peux faire mes journées normalement. J'ai juste des changements de planning d'une semaine à l'autre. Des fois, je peux commencer à 6 heures, je peux finir à 23 heures. Ça, c'est chiant, c'est un peu de fatigue. Mais c'est la seule contrainte. C'est la seule contrainte. Et c'est une contrainte que je gère très efficacement parce que, imaginons, quand je bosse de 6h à 13h, en fait, j'ai genre de 13h à 20h ou 21h si je veux me coucher tôt pour bosser pour moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et si je bosse, imaginons, de 17h à 23h, je peux très bien bosser de 11h à 17h pour moi avant. Je me lève tard, je peux quand même faire une session de 5-6 heures de taf. Parfait. Je peux bosser facilement comme ça, 7 heures pour le boulot, 4, 5, 6 heures pour moi à côté si j'ai envie. Il y a toujours l'équivalent de 48 heures libres de week-end, comme la plupart des gens. C'est parfait. Pas perdre de temps, tout est optimisé, c'est nickel. Donc je préfère aujourd'hui être au SMIC sur ce job que retrouver un job dans l'informatique à peut-être 2000, 2100, 2200 balles. Parce qu'en réalité, tous les à côté que j'ai sont plus rentables pour pouvoir bosser sur mon activité. Ne négligez pas ça. Donc du coup, je suis de retour dans le salariat. J'avais un peu d'appréhension sur le fait que j'arrive à tout gérer. Au final, ça se fait honnêtement très bien. Et c'est même là que je me dis, mais en fait, si tu es un peu smart sur le choix de ton boulot, même si, quitte à te dire, aujourd'hui j'ai un boulot à responsabilité, je veux lancer un business à côté, je switch sur un boulot moins bien payé mais qui me libère du temps. Honnêtement, les gars, c'est trop facile de lancer un business à côté. Quand vous bossez à peine 35 heures, 37 heures ou 40 heures par semaine, mais en fait, vous avez tout le temps qu'il faut de lancer un business à côté. Me dites pas que vous n'avez pas le temps. Hors boulot ultra exigeant physiquement et dans une certaine mesure mentalement, les gars, vous avez tout le temps qu'il faut. Rien que les 48 heures libres de week-end, c'est énorme le boulot que vous pouvez abattre avec une bonne organisation, une bonne structure. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que moi, ça m'a fait optimiser mes process de travail. Parce que forcément, j'ai moins de temps, je suis obligé de perdre moins de temps aussi, de rationaliser les choses. Ça me limite un peu sur certains projets, mais au final, je me rends compte que je peux faire la même chose que ce que je faisais en moins de temps. Parce que de la contrainte crée l'optimisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On se dit, il faut que je sois à plein temps. Vous allez vous rendre compte qu'en étant à plein temps, et moi le premier, je suis tombé là-dedans, qu'en réalité, vous allez être beaucoup moins productif qu'en ayant un temps limité à dédier à votre activité. Parce que, encore une fois, la contrainte de temps crée l'obligation de rationaliser les tâches que vous allez faire. Donc, prioriser ce qui va vraiment vous aider à vous développer et à gagner de l'argent. Donc, toutes les fioritures que vous allez vous dire « Ah oui, mais j'ai le temps de le faire ». Ou que peut-être vous préférez un peu plus que des fois les tâches
un peu relous, mais qui sont celles qui rapportent du cash, vous allez rationaliser, première chose. Deuxièmement, vous allez être obligé. Vous n'allez pas procrastiner parce que quand vous êtes là à vous dire « aujourd'hui, j'ai 3 heures pour faire cette tâche et il faut que ce soit fini dans 3 heures parce qu'après, je vais au boulot », vous allez être sacrément productif. Vous n'allez pas vous dire « je regarde un coup le téléphone, je vais boire un petit coup un café, je me perds 5 minutes dans mes pensées ». Non. Vous savez que vous avez 3 heures pour finir la tâche, vous allez la finir en 3 heures. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, me semble-t-il. J'en avais déjà fait un podcast dans la première saison là-dessus. C'est une tâche va vous prendre le temps que vous avez pour la réaliser. Dans une certaine logique, on est d'accord. Mais si vous l'avez forcément vécu, ce fameux truc quand vous bossiez à l'école on a une semaine pour faire, tel rendu. Au final, vous allez mettre une semaine à le faire. Et vous allez tout faire en last minute. On vous aurait dit, vous avez 48 heures, vous l'auriez fait en 48 heures. C'est ça la réalité des choses. Parce que plus on vous donnez trop de temps pour une tâche qui ne prend pas tout le temps qu'on vous donne, fait que cette tâche va durer le temps qu'on vous a donné. Donc c'est contre-productif. Donc à nouveau, la contrainte qui vous paraît être un frein pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, est en réalité un atout, si vous la tournez bien. Ça vous oblige à optimiser vos process, à vous dire « Ok, là sur cette semaine, je sais que je vais avoir uniquement 20 heures à dédier à mon business. Je dois faire telle chose en priorité. Ça va prendre tant de temps. Je vais l'organiser comme ça. Là, comment je peux regrouper des tâches qui potentiellement demandent le même type de concentration, demandent le même type de logistique pour peut-être tourner du contenu. Vous allez le batcher. Plutôt que de vous dire, allez, je dois faire un contenu par jour, du coup, je vais tourner un contenu par jour, le monter une fois par jour, l'écrire une fois par jour et le publier une fois par jour. Non, vous allez peut-être vous dire, je tourne mes X contenus d'un seul coup, je ferai les X montages d'un seul coup, et ensuite, c'est prêt pour la semaine, je suis tranquille. Vous allez tout optimiser, vous allez faire du batching. Et ça, le batching, ça sauve la vie. Regrouper toutes les tâches qui sont communes à un même instant pour tout optimiser. Exactement comme on faisait à l'époque dans le Fordisme, sur les chaînes de production. On décomposait, on ne se disait pas je vais créer les pièces une à une de A à Z avec un même employé qui va faire toutes les tâches. Non. On fait toute la tâche A d'abord pour monter la pièce, toute la tâche B, toute la tâche C, toute la tâche D, et on passe de tâche en tâche. On fait pas, j'ai 100 pièces, j'ai très mal expliqué. Imaginons, c'est comme si vous aviez 100 gâteaux à faire, vous n'allez pas faire les gâteaux un par un. Vous allez prendre les 100 gâteaux, vous allez prendre 100 récipients devant vous. Ensuite, vous allez casser, il faut un œuf par récipient, vous allez mettre l'œuf dans chaque récipient, d'affilée. Vous n'allez pas dire je prends un récipient, je mets l'œuf, ensuite je mets le chocolat, ensuite je mets la farine, ensuite non. On met tous les œufs. Hop, ensuite on met la farine dans chaque récipient, ensuite on met le machin, ensuite on met le truc, on met tout à cuire, hop, c'est fini. Les 100 sont prêts d'un coup. On passe de 0 à 100 unités produites d'un coup. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. C'est pas plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est pareil dans votre organisation au boulot, ça fait toute la différence. Donc, voyez votre contrainte de salariat comme une chance, s'il vous plaît. Faites en sorte que ça devienne une chance. Créez du positif de cette situation entre guillemets négative. Ok ? Donc ça, c'était sur l'aspect salariat. Donc pour l'instant, là, ça fait 1 mois tout pile poil. Encore 2 mois et j'aurai assez de fiches de paye et donc mon CDI pour rechercher un appartement. Et je vous tiendrai au courant de comment ça va se passer parce que là, actuellement, je vis chez mes parents. Ce qui va me permettre d'aborder un aspect important de quand vous entreprenez. C'est comment vous vous sentez, comment les autres vous voient. Donc là, c'est un aspect très mindset de l'entrepreneuriat. Oui, je vis de mon activité. Mais aujourd'hui, quand je me présente, et moi c'est quelque chose qui me frustre énormément, dont j'ai honte, on va dire, carrément, c'est que je ne peux pas dire aux gens, les gars, j'arrive à vivre de mon activité, mais je dois vivre chez mes parents parce que je n'ai pas d'appart, parce que le système est mal fait. C'est pas valable. Je peux pas dire oui, mais j'ai l'argent pour avoir un bel appart. C'est simplement que la loi est mal faite, donc je dois vivre chez mes parents. Mais je te jure que j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi dans mon activité professionnelle. Non, je vis chez mes parents, c'est la honte. C'est tout. En tout cas à 34 ans, parce que, remettons le contexte, j'ai 34 ans. Tu peux pas dire j'ai 34 ans, je suis auto-entrepreneur, je vis chez mes parents, mais je réussis à vivre de mon activité. T'es pas crédible. Et même pour toi-même, t'es pas crédible. Parce que t'es pas indépendant. T'es pas autonome. Tes parents, ils ont autre chose à foutre que de t'héberger à 34 piges, putain. C'est la honte.
tout cas, moi, je le vis comme ça. Je ne sais pas si chacun le vit comme ça. Et donc, moi, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal en société à dire, écoute, je vis encore du coup chez mes parents. D'où le fait que je préfère me dire, je ne vais pas attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans que mon entreprise, j'ai 25 bilans comptables. Non, je me sors les doigts. Je fais un boulot à côté, je reprends un boulot à côté, je me mets dans l'inconfort par rapport à ça et je vais avoir un putain d'appart. Parce qu'il ne faut pas déconner. Il y a un moment donné, oui, le système il est mal fait, mais je ne vais pas pouvoir changer le système aux dernières nouvelles. Donc c'est soit je change de pays, soit tant que je suis en France, je joue avec les règles de la France et je charbonne. Et donc je prends un taf à côté. C'est pas cool. Oui, c'est pas normal, parce que ce pays est mal foutu, mais il y a un moment donné, tu te sors les doigts et t'arrêtes d'expliquer pourquoi c'est un état, une entité ou des mauvaises personnes qui font que t'es pas là où tu devrais être dans la vie alors que tu mérites. On s'en bat les couilles, tu vis chez tes parents, t'es une merde, tu trouves un job et tu fermes ta gueule. Simple. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je me suis dit. Et donc, voilà pourquoi mon retour. Parce que ouais, imaginons, cas très con, vous allez comprendre, surtout les mecs, tu parles à une fille qui te plaît. Imaginons, elle a un bon statut social, tu vois, elle a un bon job, ça se passe bien, elle a son appart, elle avance dans sa life, tout roule. Ok, très cool. Toi, tu parles aussi de toi, forcément. Tu dis, voilà, moi j'entreprends dans ça, j'aide des hommes maigres à se développer physiquement, je kiffe mon boulot, c'est cool, ça se passe bien, nanana, je développe mon activité. Ah ouais, donc t'as ton compte, t'arrives à en vivre et tout, ouais, je suis du contenu sur les réseaux. Ah ouais, stylé. Franchement, c'est rare de voir des gens qui arrivent à en vivre, c'est cool et tout. Nanana. Toi, tu vis dans quel coin et tout? Je vis à machin, mais nanana. Ah ouais, donc t'as ton appart, il est comment? Nanana. Je vis chez mes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu passes pour un giga trou du cul. Et c'est normal. Tu peux pas dire j'ai 34 ans, Non. Forcément, la meuf, elle se dit mais attends. T'as 34 piges? Ouais. Tu me dis que ton business, ça tourne? Ouais. Tu vis chez tes parents? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, c'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Tu passes pour un Mongolien. Et même si la personne en face, elle peut comprendre en se disant ah ouais, mais je comprends parce que comme tu peux pas avoir un appart donc c'est relou, ouais. Mais une meuf, elle a pas envie de fréquenter un mec qui vit chez ses parents. Un mec de 34 piges qui vit chez ses parents, c'est normal. Et vous allez me dire ouais, mais on s'en fout des meufs, elle a qu'à comprendre. De toute façon, elles comprennent rien au fait d'entreprendre et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est normal que si une meuf stylée et envie de rencontrer un mec stylé, le mec stylé, il vit pas chez ses parents, putain. C'est normal. Est-ce que vous, même dans votre vision de l'homme qui réussit, qui est autonome, qui est indépendant, parce qu'il y a un moment donné, quand t'entreprends et tout, c'est aussi pour être indépendant. Est-ce que indépendant, c'est vivre chez ses parents? Ça va ensemble pour vous? Bien sûr que non. Donc il faut changer ça. Et donc, il faut sortir les doigts. Donc, vous, si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous voulez entreprendre et vous mettre à temps plein, soyez vigilants sur ce point-là. Parce que moi, à l'époque, j'étais en coloc, donc c'était pas un sujet. Mais depuis que j'ai pu ma coloc, je suis retombé chez les parents et c'est un vrai problème. Et même d'estime personnelle, c'est un vrai problème, même si ça se passe très bien avec eux, ils sont incroyables. Ça casse les couilles. Voilà. Voilà pour l'acte narratif, salariat, appartement, boulot, vous avez tout le contexte, mais vraiment, si vous avez transformer cette chance du salariat, cette chance entre guillemets des contraintes du salariat en opportunité pour être encore meilleur dans votre capacité à être productif dans le business. C'est ce que je vous invite à faire. Ce qui va nous permettre de passer à l'étape suivante qui est comment évolue le business depuis ces derniers temps. Donc là, mon business actuel qui est du coaching en développement physique pour les hommes maigres, donc que j'ai lancé début 2024, se porte bien, ça évolue, il y a eu des hauts, des bas, plein de choses, j'ai tenté plein de trucs, machin. Et là, je suis dans une phase un peu plus complexe quand même parce que j'ai fait pas mal d'erreurs stratégiques de contenu, de publicité, bref. Il s'est passé plein de choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails là parce que ce serait très technique business. Et si vous n'avez pas le même type de business que moi, vous n'êtes pas complètement dans la même situation que moi, vraiment, ça va rien vous apporter.
Je vous dirais quand même qu'il ne faut pas hésiter à se former, il ne faut pas hésiter à investir sur ses compétences. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est essentiel. Ne pensez pas que le business est un truc qu'on fait comme ça en claquant des doigts. Ne pensez pas que ça marche potentiellement comme ça du jour au lendemain sans raison, parce que c'est pas le cas. Ça demande du boulot, ça demande de la répétition, ça demande de trust en sa capacité à être réactif et à changer. Et surtout, ne pensez pas que c'est parce que ne pensez pas que parce que ça ne marche pas au bout de 2 ans, vous êtes nul. Enfin, oui, vous êtes nul, sinon ça marcherait, c'est le concept. Mais c'est pas parce que vous êtes nul que vous ne pouvez pas devenir bon. Et surtout, gardez en tête que vous êtes prêt à faire 2, 3, 5, 10 ans d'études pour avoir des jobs et des salaires qui sont pas fous. Hors cas de médecin et trucs comme ça, et encore, avocat, et encore. Pourquoi vous ne seriez pas prêt à faire 2, 3, 5 ans, 10 ans de business pour vivre votre meilleure vie, vivre d'une activité qui vous plaît et gagner bien plus et avoir une vraie liberté financière? Acceptez que ça va être long, qu'il va falloir tryhard. Ce sera plus ou moins long selon les profils, selon ce que vous savez faire, les compétences que vous avez à vendre, comment vous savez les mettre en avant et qui vous êtes et votre capacité à vous investir là-dedans. Et évidemment, je vous renvoie au podcast précédent avec mes 2 collègues du Bastion qui reviennent sur leurs 2 ans d'entrepreneuriat avec la création du Bastion et comment ils ont évolué relativement vite, même très vite. Et peut-être ça pourra vous motiver et vous faire comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière de façon plus concrète. Bien. Aujourd'hui, je suis face à un problème qui est que pour faire évoluer vraiment mon business, donc de coaching, il faudrait que je sois un coach ultra passionné. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis dans une situation où j'aime faire ce que je fais, mais ça me fait pas vibrer de fou. Et donc, je ne fais pas les actions qu'il faudrait comme si j'étais un vrai coach passionné qui veut absolument devenir le meilleur coach possible pour le profil d'homme qu'il aide. Et donc, ça ralentit ma création de business. Typiquement, je m'étais fait la remarque où l'autre fois, il y a quelques mois de ça, j'avais échangé avec Matt Bress, qui est coach en calisthénie, qui lui est un coach passionné, et ce qui l'anime, c'est de se dire j'ai envie de développer la calisthénie, le street workout, mais j'ai aussi envie de devenir le meilleur coach de street workout et de calisthénie. C'est vraiment quelque chose qui le passionne. Et donc, il dédie énormément de temps, d'énergie, et il fait ça avec passion, avec plaisir, même si forcément il y a des choses moins cool à faire dans le business pour le faire avancer. Il est complètement aligné là-dedans, et ça se ressent dans ce qu'il fait. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas un passionné de parler de développement physique chaque jour. Franchement, expliquer aux gens comment se muscler, ça ne me fait pas délirer du tout. J'aime le coaching. Attention, j'aime le coaching. J'aime la relation humaine que j'ai avec mes clients dans le coaching. J'aime les aider à se dépasser et à avancer, ce que ça leur apporte. J'aime le faire. Mais parler de coaching physique au quotidien, putain, dans mes contenus et tout là, ça m'emmerde. Ah putain, ça me saoule. Et ça me saoule tellement que du coup, je me freine. Sauf qu'il y a un moment donné, pour développer un business sur les réseaux, il faut être visible sur les réseaux. Donc, il faut faire beaucoup de contenu, le plus qualitatif possible, le plus percutant possible. Il faut que les gens sentent que tu incarnes le plaisir et l'amour de ce que tu partages, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Et donc, on a un problème. Parce que c'est compliqué de développer un business sans chercher à être la meilleure personne possible dans son business, dans ce milieu précis, dans le segment que tu choisis. Parce que plus tu cherches à être le meilleur, plus tu sais que tu vas avoir le meilleur service possible à terme, plus tu vas faire les contenus les plus pertinents possibles. Et moi, c'est pas le cas. Pourtant, j'ai des putains de bons résultats. J'ai aidé plus de 50 personnes. Les gens ont des putains de témoignages, ont fait des putains de transpos. J'ai je sais pas combien de feedback à partager que je mets sur Instagram, sur des pages. J'en ai 3 milliards. Donc en plus, je sais que ce que je fais, ça marche. Je sais que les gens sont hyper contents. Mais je ne suis pas 100% aligné avec ça. Et donc, ça m'a fait cogiter en me disant, mais comment je pourrais bifurquer, dans ce cas, sur une activité entrepreneuriale sur laquelle je suis à titre personnel plus aligné, qui pourrait continuer de vraiment aider les gens, parce que j'ai envie d'aider les gens dans leur vie. Et c'est là que j'ai fait évoluer ma vision de mes objectifs business de 2026, que je vais donc vous partager. En fait, je me suis dit, mais actuellement,
j'arrive à faire tourner un business mieux que ce que les gens peuvent faire avec leur salaire, tout en étant salarié. Alors c'est encore à confirmer, à faire évoluer au cours des prochains mois, on va voir comment ça se goupille, mais c'est le cas. Et là je me suis dit, mais en fait il y a plein de gens, ils n'aimeraient pas forcément quitter leur salariat, mais ils aimeraient bien avoir une activité à côté, ou commencer à monétiser une passion à côté. De coach, de je sais pas quoi, peu importe, ils ont des passions à côté, ils aimeraient transmettre leur savoir, aider les gens à avancer sur cette passion qu'eux-mêmes ont. Ok. Mais est-ce que finalement, un business dans lequel je ne serais pas carrément plus aligné, c'est d'aider les gens à lancer une activité secondaire en parallèle de leur salariat pour les aider à faire 500, 1000 euros, 1500 euros de plus par mois grâce à ce business. En acceptant qu'ils ne seront jamais multimillionnaires avec, parce que ce n'est pas le but et de toute façon je ne sais pas faire, moi-même je ne suis pas multimillionnaire, j'aimerais beaucoup, j'espère à terme, c'est le but du jeu quand même, et que en fait ça pourrait déjà être un très beau business, et que moi j'adore regarder des contenus qui parlent de business, de marketing, de vente, de machin, de trucs, moi j'adore ça, ça m'anime, et j'adore parler de ça avec mes potes du Bastion, parce qu'on baigne là-dedans au quotidien. Et donc je me suis dit, mais en fait, si demain je lançais un business qui aide les gens à créer un side business en parallèle du salariat, très spécifiquement, donc vraiment qui cible les salariés qui veulent monétiser une passion, qui veulent augmenter leur niveau de vie de façon modeste, néanmoins suffisamment ambitieuse à côté de 1000 euros de plus par mois, par exemple. Je sais qu'il y a des gens à qui je parle là dans mon boulot, je sais que je pourrais les aider, et si demain, en fait, je pouvais les aider à gagner 1000 euros de plus par mois, mais ça changerait leur vie. Et donc, en fait, tout s'alignerait. Je pourrais parler de trucs qui me font kiffer au quotidien, dont j'arrête pas de bouffer du contenu et qui me font kiffer. Je pourrais quand même aider les gens à changer leur vie, et sur un truc où je suis 100% aligné. Et en même temps, sur un truc qui n'est pas de la poudre aux yeux, à dire je vais t'aider à gagner 50 000 euros par mois en partant de rien sans compétence, parce que c'est pas le cas, ça n'existe pas. Donc ce serait et rationnel, et aligné avec ce que j'aime faire, et ça impacterait la vie des gens de façon hyper forte, parce que quand quelqu'un gagne 1000 euros de plus par mois et en faisant un truc qu'il fait kiffer alors que peut-être il kiffe pas son job de salarié, mais en fait ça change ton mindset, ton approche de la vie, et peut-être que derrière cette personne elle se lancera à fond dedans, elle vivra de son business et elle ira plus loin, ça c'est encore autre chose. Mais déjà l'aider à faire ce premier tremplin, je trouve que ce serait déjà une très belle activité que je pourrais lancer et réussir à en vivre, ce serait un bel accomplissement. Donc je pense que ça va être un de mes objectifs vers milieu 2026, si je vois que j'arrive à tout gérer côté salariat et mon business, et que je peux réussir à apprendre à processiser, créer un cadre, créer un process de mon business qui serait transposable dans celui des autres, parce que pour l'instant ce que je fais n'est pas pratique à transposer, même s'il y a plein de choses où il pourrait y avoir des équivalents. Il faut vraiment penser la chose pour que ce soit le plus possible copier-collable, on va dire, même s'il faut de l'adaptation, mais vous comprenez l'idée. Je me dis que ça peut être une belle chose. Donc, à mûrir, on va voir. Et donc, pour ça, je me suis dit, mais aussi, comment je pourrais faire connaître ce type de service si ça marche bien ? Et c'est là que je me suis dit, mais vu que c'est un truc qui pourrait toucher énormément de monde dans plein de domaines différents, comment je pourrais toucher une audience de masse tout en créant une image de marque ? Et je suis revenu à ce que je faisais sur ma première chaîne YouTube, où à l'époque, je faisais des vidéos réactions. Donc j'ai rouvert aujourd'hui une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Real Amaury Vermersch, exactement comme mon compte Instagram, Real Amaury Vermersch, R-E-A-L Amaury Vermersch, sur lequel j'ai commencé à refaire des contenus réactions sur Instagram, qui marchent bien et qui m'amusent beaucoup. Parce que j'adore parler de plein de sujets de société divers et variés, de partager du mindset autour de ça, qui des fois est connecté au sport, des fois est connecté à l'entrepreneuriat, des fois est connecté à la spiritualité, bref. On touche plein de sujets et qui touchent vraiment à la profondeur de l'âme des gens, parce que les sujets de société sont ce qui nous touche le plus au quotidien, c'est logique. Et donc je me suis dit, bien, j'aime bien faire ce contenu réaction. Et il y a un certain Alexis Chance, que vous connaissez forcément, qui lui s'est fait connaître au travers de beaucoup de contenus réaction, et notamment le faisant en streaming, donc en live. Pourquoi ? Parce que ça permet de créer du volume. Parce que là, c'est un type de segment de création de contenu où le but du jeu, c'est pas de jouer sur des montages ultra léchés, ultra documentés. Le but, c'est de faire en sorte que les gens s'attachent à ta personne, s'attachent à ta façon de t'exprimer, à tes idées. Et pour ça, il faut jouer sur du volume. Et c'est là que le live
fait tout son sens. Parce que j'ai posté quelques vidéos sur Real Amaury Vermersch. Il y en a 5-6, donc des vidéos où j'ai réagi en direct, mais où derrière j'ai fait du montage. Et j'ai réagi, j'étais seul dans la pièce, il y avait juste la caméra qui tournait. Et donc je me suis dit, j'ai assez de temps pour pouvoir faire du live. Faire du live me permettrait de batcher ma création de contenu YouTube. En réalité, imaginons je fais un live de 4 heures. J'ai le temps de réagir à 5, 6, 7, 8, 9 vidéos, j'en sais rien. D'interagir avec l'audience aussi, d'avoir des moments d'échange et de partage avec l'audience. Ce qui me permet donc, en 4 heures de temps, de pouvoir en fait derrière sortir peut-être 5, 6, 7 vidéos YouTube. Imaginons je fais 3 lives dans la semaine de 2, 3, 4 heures. Ça me fait peut-être 10 vidéos YouTube et en fait je découpe ce live et ça fait 10 vidéos YouTube en une semaine. Je fais énormément de volume, tout simplement. Et en plus, j'aurai de la monétisation YouTube qui peut être intéressante quand même à une certaine échelle. Je me rappelle à l'époque où ça tournait bien, je faisais 600, 700 euros par mois. Et encore, je sortais pas 10 vidéos dans la semaine, hein, loin de là. J'étais peut-être à 7-8 vidéos par mois. Il y en a quelques-unes qui buzzaient bien et du coup, ça faisait quand même un petit revenu intéressant. Donc ça, sur une durée suffisamment longue, en faisant le bot de la création de contenu, le spamming de la création de contenu, ça peut aller très vite. Et je l'ai vu sur Insta un moment sur mon compte Amaury Vermersch, je me suis amusé à bombarder un peu les contenus réactions. Je suis déjà à 5000 abonnés. Alors que franchement, j'ai pas fait énormément d'efforts. Parce que le volume défonce tout dans ce type de domaine. Il y a des domaines où c'est pas le cas. Mais dans ce type de domaine, ça fait la diff. Donc là, ma vision, c'est de me dire, je me fais connaître de par mon franc-parler, mes idées, mon mindset. Je fais énormément de volume live YouTube. Toutes ces vidéos YouTube, je peux faire du découpage de shorts Instagram que je republie. Et j'en ai beaucoup que j'ai republiés qui marchent très très bien. Donc en une session de 4 heures, en fait c'est un batch masqué de plein de créations de contenu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, créer de l'opportunité au travers des contraintes que vous avez. J'ai une contrainte de temps de par le salariat. Comment je peux batcher, créer du contenu via du streaming, via du live? Let's go! Ce ne sera pas le contenu le plus chiadé, le plus rodé, le plus élaboré du monde, c'est vrai. Mais je peux jouer sur un effet volume malgré tout. Et let's go, j'y vais. Je vais me taper des revenus via YouTube. Je vais avoir des revenus... J'ai quelques revenus via TikTok, mais c'est vraiment... c'est que dalle. Je peux avoir des vrais revenus via YouTube. Ça va me créer de l'audience. Cette audience, en s'attachant à ce que je dis, peut totalement être intéressée par l'idée de lancer et de s'aider à lancer un side business à côté. Il va falloir que je sois crédible pour ça, mais... Donc ça peut vraiment convertir derrière en clients potentiels qui connaîtront mon parcours, mes idées de comment je fonctionne et de pourquoi ils auront envie de bosser avec moi. Ça va m'aider à développer le compte Instagram aussi parce que tout ce que je vais produire, je vais pouvoir le remettre sur le compte Instagram derrière avec du batching de contenu. C'est banger. Et ça va me permettre de changer de mon coaching business et mon coaching physique va être la preuve que je sais faire tourner un business. Je vais pas être le mec qui débarque et qui dit « Je vous apprends à lancer un business secondaire en parallèle de votre salariat, mais je l'ai jamais fait. » C'est faux. Je l'ai fait. J'ai un job de salarié et pourtant j'arrive à avoir des process qui me permettent de faire tourner un business en peut-être 15 heures par semaine. Je peux vous montrer comment le faire. Oui, moi je suis plus avancé que vous, mais ça tombe bien, je vous propose pas de le faire dans les proportions où moi je le fais. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aurez même pas envie d'aller jusque-là. Mais je peux vous aider à le faire dans des proportions où vous allez apprendre à monétiser une compétence, une passion que vous avez en parallèle, qui va peut-être vous faire gagner 5, 6, 7, 800, 1000 euros de plus par mois. Et c'est déjà excellent. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà la première step que vous avez envie de valider. Moi, je vous aide à aller valider cette première step. Et dans le lot, il y en a, ils auront envie d'aller plus loin. Mais je leur aurais permis de faire cette rampe de lancement. Donc je pense que c'est un beau planning pour 2026. Et du coup, voici un peu les stats que je me suis imposé de réussir à atteindre. Le streaming commence d'ailleurs, on est samedi 31 janvier. Je commence lundi 2 janvier. Pour ceux qui veulent, ce sera sur la chaîne Real Amaury Vermersch. Si je stream pas le lundi 2 janvier, attendez, je revérifie que j'ai rien dans l'agenda qui me bloque. D'ailleurs, je ressortirai d'un 6h, 13h au taf. On s'en bat les couilles, c'est pas grave. On n'est pas des salopes, on est là pour faire le job. Je pourrais aller à mon sport. Ouais, je pourrais faire un live genre à 8h, 11h. 8h30 minuit, un truc comme ça. Voilà. On va dire sur la tranche 8h minuit. On verra à quel point je suis en forme. Mais ça peut être une très belle première expérience. J'avoue, je me chie dessus un peu à l'idée de faire mon premier live.
Parce qu'il y a la question de est-ce qu'il va y avoir des gens ? Est-ce que les gens vont bien réagir ? Est-ce qu'ils vont interagir ? Est-ce que ça va les faire rire, les divertir ? Parce que le but, c'est quand même de faire du divertissement au travers de ces live réactions. Est-ce que je vais être aussi à l'aise ? Et c'est sûr que non au début. Dans le fait de, avant, je faisais du React, mais je pouvais post-prod ou du React. Là, c'est du pur live, il n'y a pas de filet. Ça va aussi beaucoup m'aider à développer à ma capacité à être dynamique, à bien animer, à être réactif dans ce que je peux répondre, à être pertinent, à être percutant, exactement comme mettre ce podcast à le faire, étant donné qu'il n'y a pas de cut. Donc, ça va être un très bel exercice. Et du coup, je me fixe comme objectif les stats suivantes. Je cherche à obtenir, d'un point de vue métrique abonnés, 50 000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année. Honnêtement, si je bombarde, c'est pas ultra ambitieux. Donc, il faut que dans les 3 prochains mois, donc j'ai février, mars, avril, pour atteindre les 10K abonnés. Fin avril, je dois avoir les 10K abonnés sur Real Amaury Vermersch grâce à tout cela. Parce que derrière, en plus, si j'arrive à créer une belle communauté qui ça tourne un peu en plus monétairement, j'ai beaucoup d'idées de contenu, de micro-trottoirs aussi que j'aimerais faire dès qu'il va refaire un peu beau sur Lyon. Donc ça j'en avais déjà fait sur l'ancienne chaîne. C'est hyper drôle à faire. C'est long, mais c'est drôle à faire. Tu as des interactions stylées avec les gens, je trouve, même si des fois un peu conflictuelles, mais c'est rigolo. Et ça marche extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien. Si vous animez un petit peu ça et que vous osez aller sur des sujets un peu touchy, ça marche très très bien. Et ça va permettre de faire aussi beaucoup de vlogs où là, je pourrais vous partager aussi de l'entrepreneuriat, du mindset et plein d'autres choses qui animent mon quotidien qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de produire, que je pourrais produire de par l'audience et de par les moyens financiers que ça va débloquer. Bref, c'est un cercle vertueux. Il faut simplement accepter que toutes les steps sont pas, tous les levels ne sont pas encore débloqués à ce jour et qu'il faut que je commence au niveau 1, qui n'est pas la finalité de ce vers quoi je veux aller, mais qui est une bonne première marche. Donc, on va commencer avec ça. Oui, je me chie dessus. Oui, j'appréhende. Oui, ça va être probablement très nul les 2, 3, 4 premiers lives. Et c'est normal, je l'accepte parfaitement. C'est comme tout. Mais il y a un moment donné, je sais que ce que je veux aller chercher se situe précisément dans cet inconfort qui m'inquiète. Et que c'est justement à chaque fois que je suis allé dans l'inconfort que j'ai obtenu les nouvelles choses que je n'avais pas avant. Parce que s'il suffisait que je fasse simplement ce que je fais déjà aujourd'hui, j'aurais déjà ce que je veux. Mais ce que je veux ne se situe pas dans ma zone de confort. C'est le concept. C'est justement pour ça que les gens n'arrivent pas à obtenir des nouvelles choses, c'est qu'ils n'osent pas aller dans l'inconfort. C'est aussi simple que ça. Mais ça, beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu auras toujours eu. Simple. Je ne veux pas ce que j'ai toujours eu. Donc, je dois faire ce que j'ai jamais fait. Donc, je dois aller dans l'inconfort. Quitte à ce que ce soit casse-gueule et ridicule, je ne suis plus à ça près. De toute façon, vous verrez que dès que vous entreprenez, dès que vous tentez les choses, vous êtes ridicule pour quelqu'un. Mais une fois que vous réussissez, vous n'êtes plus forcément ridicule, mais potentiellement vous êtes juste devenu un enculé qui a eu de la chance. Je vous laisserai juger. Vous verrez quand vous le vivrez pour la première fois, ça c'est marrant. Mais comme ça, vous avez cette vision sur 2026. Moi, je vous souhaite aussi d'avoir une belle année d'évolution. Mettez sur papier un peu vos objectifs et comment vous voulez aller les chercher. Ayez au moins une vision. Vous verrez que votre plan, il va sûrement changer 25 fois en cours de route, c'est normal. Moi, ce que je vous ai partagé, ça va forcément changer aussi en cours de route. Il y a des choses, je vais me dire, ah ouais, en fait, ça non, ça oui, ça c'est cool. Ça, en fait, j'aime vraiment pas. Je pensais que je pourrais kiffer, mais en fait, j'aime pas du tout. Ça est normal. Mais ayez une vision et laissez-vous la possibilité, et c'est ça la subtilité, laissez-vous la possibilité de rebondir sur cette vision, d'avoir de la flexibilité. Vous devez vous prévoir un maximum de flexibilité. Parce que les plans que vous avez en tête ne se dérouleront jamais comme vous les avez en tête. Soyez-en sûrs. C'est important d'avoir des plans, mais il ne faut pas avoir peur de sortir du plan. Au contraire. C'est là que vous faites toute la différence. C'est quand vous êtes en capacité de sortir du plan pour mieux y revenir derrière. Bien. Pour le prochain épisode, on parlera, je pense, notamment de style vestimentaire et de soirée. J'ai envie de parler de ce sujet-là parce que j'ai pas mal travaillé sur mon style vestimentaire ces 6 derniers mois. J'ai pas mal investi dedans, j'ai pas mal cassé de croyances limitantes grâce à un de mes potes.
On parlera de tout ça parce que je pense que les hommes blancs, notamment les Européens, sont vraiment... Les hommes, j'insiste, vraiment sur les mecs. Les mecs blancs, essentiellement, et pas mal des Arabes aussi quand même. Les Noirs, c'est vraiment pas le cas. On est des gens ultra négligés sur notre apparence de façon générale. J'expliquerai tout ça plus en détail dans le prochain épisode. Je pense que ça va en aider beaucoup à step up sur ces sujets-là et qui n'ont pas conscience d'à quel point ça peut les aider dans leur vie de step up sur ces sujets-là. Ce sera un peu aussi directement corrélé à l'apparence physique, donc à comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre physique, dans votre musculature, dans votre force, dans votre capacité à croire en votre corps, à encaisser les chocs, à être rapide, à avoir de l'endurance. Bref, on va pouvoir tout connecter, ça va être extrêmement intéressant. Donc, on pense à mettre 5 étoiles et s'abonner pour ne pas rater le prochain épisode de podcast. C'était un plaisir de vous parler comme toujours. On se retrouve pour ceux qui verront ce podcast lundi si vous êtes chaud pour les vidéos réactions. On va parler de plein de sujets de société sans langue de bois. Vous me connaissez, juste faut que je fasse gaffe à pas me faire bannir trop vite, tant qu'à faire. C'est le seul point qui m'inquiète. Mais sinon, on va envoyer du lourd. Pensez à vous abonner aussi sur Real Amaury Vermersch, donc sur le compte Instagram. C'était Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.